Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire de 3e où nous allons aborder le dernier thème de notre chapitre consacré au monde après 1945. Il s'agit de voir les dernières évolutions du monde depuis 1989, depuis que la guerre froide est terminée. On peut déjà essayer d'observer dans le monde un certain nombre de grands ensembles. 3 groupes de pays riches, les 3 régions qu'on appelle parfois la triade, sont l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Asie de l'Est avec le Japon et la Corée du Sud, et puis certaines grandes métropoles de la Chine aujourd'hui comme Beijing et Shanghai. Ces régions représentent le cœur de la mondialisation, le cœur de la richesse actuelle et des échanges internationaux. Deuxième groupe de pays qu'on appelle les BRICS, cela signifie le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa, forment ce qu'on appelle parfois les pays émergents. Ces pays connaissent un développement réel, une partie de leur population accède à un niveau de vie largement supérieur à ce qu'il est autrefois, et ce sont des acteurs majeurs, au moins dans leur région, à l'échelle internationale pour certains d'entre eux. Cependant, il ne faut pas surestimer les évolutions en cours, c'est-à-dire qu'on trouve là souvent des sociétés extrêmement inégalitaires, comme par exemple le Brésil ou l'Inde. On dit parfois de l'Inde qu'elle est à la fois le pays qui dispose du plus grand nombre d'ingénieurs informatiques et du plus grand nombre de personnes vivant dans des bidonvilles. Ces pays sont donc au sens figuré en train d'émerger, c'est-à-dire de sortir d'une situation beaucoup plus difficile dans laquelle ils se trouvaient, mais ils ne sont pas encore entièrement sortis de l'eau. Enfin, une région qui couvrirait l'Asie centrale, l'Asie du Sud et une partie de l'Afrique, constituait des pays les plus en difficulté à l'heure actuelle sur notre planète. On trouvera dans ces régions le plus grand nombre de conflits qui, évidemment, rendent illusoire toute possibilité de développement, en même temps que la pauvreté alimente elle-même de nouveaux conflits. Elle est renforcée par ces guerres qui se prolongent. La région du Moyen-Orient étant une région à la fois stratégique et très particulière, stratégique parce qu'elle est le principal fournisseur de l'énergie pétrolière indispensable à la marche de l'économie actuelle. C'est une région extrêmement instable politiquement, qui connaît de nombreux conflits armés, en Irak, en Syrie, au Yémen, conflits qui permettent l'ingérence, c'est-à-dire les interventions, de nombreuses puissances étrangères qui toutes viennent s'assurer que leurs intérêts soient bien défendus dans cette région si importante pour leur approvisionnement en pétrole. Revenons brièvement en 1989. L'URSS a clairement perdu la guerre froide, son bloc s'est disloqué, les États-Unis sont donc désormais la seule superpuissance au monde. La formule d'un ancien président américain, les États-Unis sont le gendarme du monde, va alors faire illusion pendant quelques années. L'armée américaine intervient hors de ses frontières, en Irak, au Panama, en Somalie, et peu d'autres pays du monde peuvent y trouver à redire. Pour autant, intervenir militairement dans un pays étranger ne signifie pas nécessairement qu'on pourra y apporter un développement, une gestion saine, ou même tout simplement un cadre dans lequel les populations puissent se sentir associées. Dès 1993, l'intervention en Somalie montre les limites d'une volonté d'hégémonie américaine, parce que envoyer des soldats sur place ne signifie pas qu'on est pour autant capable de mettre fin à une guerre civile. L'événement au retentissement mondial qui va marquer pour tous le fait que les États-Unis ne sont pas la seule superpuissance auquel tous les autres seraient soumis, c'est bien sûr l'attentat du 11 septembre 2001, où des avions sont détournés par des commandos qui les précipitent contre des tours à New York. L'explosion est spectaculaire et elle montre en même temps que même un pays comme les États-Unis n'est pas à l'abri d'une attaque sur son sol. Cette stratégie, qu'on va appeler du terrorisme, n'est pas entièrement nouvelle, mais la technique l'a rendue à la fois plus facile, plus meurtrière, plus spectaculaire qu'elle ne l'avait jamais été. On prendra donc cette date pour marquer la fin du monde unipolaire, du monde à un seul pôle, qui subsistait depuis 1989. On entre donc alors dans un monde multipolaire. Il existe plusieurs pôles. Bien sûr, tous ces pôles ne sont pas d'égale importance. Les États-Unis restent la principale puissance militaire, la principale puissance économique, la principale puissance technologique. Mais son avance est beaucoup plus réduite qu'on pourrait le croire. Dans le domaine militaire, même si personne ne peut concurrencer les États-Unis, l'existence des armes atomiques, le droit de veto de 5 pays au Conseil de sécurité de l'ONU sont des limites réelles
au bon vouloir d'un gouvernement américain. Sur le plan économique, l'essor de la Chine, avec ses 1,3 milliard d'habitants, signifie que les États-Unis ne peuvent pas éternellement rester le centre du commerce mondial. Dans le domaine technologique, même si les entreprises américaines, si la Silicon Valley reste à la pointe du progrès, de nombreux concurrents en Europe, en Asie, disposent de capacités quasiment équivalentes. On a donc derrière la principale puissance, la puissance américaine, plusieurs puissances régionales ou plusieurs puissances incomplètes. Puissance régionale, comme le Brésil. Il peut être influent diplomatiquement en Amérique latine. Le basculement d'un gouvernement dirigé par Lula au début des années 2000, c'est-à-dire un parti classé à gauche, au gouvernement Bolsonaro, aujourd'hui un gouvernement classé à l'extrême droite, n'est pas sans conséquence sur le reste du continent. Puissance incomplète, comme le Japon, qui dispose d'une importance et d'une influence économique mondiale, mais qui n'a pas de capacité militaire d'intervention, comme les États-Unis, ou même la France et le Royaume-Uni. Les 7 principales puissances du monde se regroupent au sein de ce qu'ils appellent le G7, groupe des 7. C'est une sorte de club des chefs d'État des pays les plus influents. Mais ce G7 laisse de côté des pays extrêmement importants comme la Russie, la Chine, le Mexique, le Brésil dont nous avons parlé. Un grand nombre de pays émergents se sont donc regroupés dans le G20 pour contrebalancer le G7. On retrouve bien là l'idée d'un monde multipolaire. Il existe plusieurs puissances à l'échelle du monde qui chacune défendent leurs intérêts, même si elles ne le font pas toutes avec la même force ou à la même échelle. Où autrefois l'ONU était paralysée pendant la durée de la guerre froide par l'opposition entre deux blocs, qui empêchait toute décision consensuelle d'émerger au sein de cette institution, l'ONU est aujourd'hui souvent paralysée par la multitude de puissances aux intérêts différents qui toutes essayent de jouer leur jeu au sein des institutions internationales. Ce qui signifie malheureusement que nous vivons toujours dans un monde en guerre. Même si ces guerres ne prennent plus la forme de conflits internationaux, mondiaux, comme on a pu les voir au XXe siècle, les guerres civiles se prolongent. Pensons à l'Afghanistan, qui n'a quasiment pas connu de période de paix depuis 1979. Pensons à la guerre civile en Syrie, qui dure maintenant depuis 2011, c'est-à-dire 9 ans, ce qui est extrêmement long. Puis on doit penser aussi à un événement beaucoup plus court, mais extrêmement marquant, le génocide en 1994 au Rwanda, perpétré par un gouvernement dit du Hutu Power, gouvernement raciste qui considérait que une partie de la population, les Hutus, formait une race supérieure qui devait se débarrasser des Tutsis. Même si le Hutu Power a été vaincu par ses adversaires du Front patriotique du Rwanda, FPR, il a mis en place, pendant les quelques mois où il s'est maintenu au pouvoir dans la capitale, Kigali, un véritable génocide, c'est-à-dire qu'il a commencé par bloquer les possibilités de sortie des populations qu'il visait, et une fois qu'il a maintenu ainsi prisonniers des populations civiles dont il voulait se débarrasser, il a commencé à organiser des massacres, pour nombre d'entre eux à coups de machettes, d'exécutions sommaires. Au total, près de 800 000 personnes auront été tuées en à peine plus de 2 mois. On le voit donc, tristement, malheureusement, la fin de la guerre froide n'a pas signifié la fin de la guerre dans le monde. Elle a simplement signifié la fin des conflits à grande échelle, bloc contre bloc, coalition contre coalition. Mais malheureusement, ce sont les guerres civiles, les affrontements régionaux qui ont désormais pris le dessus et qui se poursuivent dans plusieurs régions, dont le Moyen-Orient, l'Asie centrale, le Sahel, causant de nombreuses victimes dont on parle parfois peu, comme les massacres commis au Darfour, au Soudan, mais qui touchent, comme je le disais, des régions moins développées et moins médiatisées. Nous reverrons en EMC, lors d'un des derniers chapitres de l'année, le rôle particulier de la France à l'échelle internationale, et je vous remercie de votre attention en vous souhaitant un bon travail et un bon confinement. Au revoir.